Pour tout te dire la vérité, moi j'étais déjà à l'OM dans ma tête. Le grand attaquant, ça devait être moi. Quand un mec il vient, un peu comme Anelka, comme Jérém, Menez, Athème, ces joueurs-là, Balotelli, dès qu'ils sentent que tu as du répondant, tout de suite c'est pas bon. Le foot d'aujourd'hui, il y a que des moutons. Pierre Menez, il a croisé certains. Et là, quand on m'a rapporté ça, j'ai dit ouais, effectivement, là on est dans la merde. Salut, c'est Mbaye Niang, plus précoce qu'Mbappé et plus fou que Balotelli. C'est carré. Bon, Mbaye, super content de te voir. T'es connu pour ta précocité, évidemment. Hein, t'es le deuxième buteur le plus jeune de l'histoire de la Ligue 1. À 16 ans, tu rentres, tu plantes, t'es un phéno à Caen, on s'en souvient tous. T'es aussi connu pour ton caractère. T'es réputé comme ingérable. T'as eu plein de soucis dans ta carrière. On va raconter tout ça. Juste comme ça, en intro, en une phrase, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui fait que t'as pas fait la carrière que t'aurais pu faire, t'étais vu comme un Mbappé à l'époque à 16, 17 ans, etc. À 18, tu vas au Milan, on te voit aller au Real, on te voit aller partout, et au final, tu fais 14 clubs. Qu'est-ce qui fait, comment tu me résumerais ça, que t'as pas fait la carrière que t'aurais pu faire? Bon, déjà, j'ai une bonne partie, c'est la mienne, parce que à cet âge-là, comprendre que ça devient un métier avec les sommes que tu prends, parce que c'est pas des petites sommes. Donc, de ce fait qui dit que tu dois travailler, tu dois t'entraîner, pour moi, ça a été difficile parce que j'ai jamais été un joueur d'entraînement. J'ai jamais été un joueur d'entraînement. Maintenant, Comme Eden Hazard, quoi. voilà, comme Eden était à peu près. Et avec le temps, j'ai compris que ça devenait un métier. J'ai loupé certaines occasions parce que je sais que j'avais des occasions aussi au-delà du Milan AC, d'avoir du Real Madrid, du Zidane qui m'a appelé, des clubs de ce calibre-là, pour pas tous les citer. Mais c'est que le temps de faire le transit entre le gamin foufou et le champion que je pouvais être, c'est ça un peu qui m'a retardé. Eh ben, on va essayer de rentrer dans ta tête, on va analyser tout ça, on va tout comprendre, et comme ça, on va tout savoir de toi. Il y a beaucoup à dire. Beaucoup, parce que tu as une vie, c'est un film. On est ici en région marseillaise, d'où est originaire ta femme. Si je dis pas de bêtises, tu es supporter de l'OM. Est-ce que tu rêves toujours de l'OM? Moi, j'ai toujours dit Marseille, c'est un club dans lequel j'aurais voulu évoluer parce que, déjà à travers ses fans, parce qu'ils ont des fans qui te transcendent, qui te donnent l'envie de jouer au football. Après, j'ai mes 2 enfants qui sont nés ici aussi, j'ai ma femme qui est d'ici. Donc ça a été un club que j'ai ciblé directement dans mon target des clubs parce que ça cochait toutes les cases pour être heureux, pour pouvoir être épanoui sur le terrain et en dehors du terrain. Donc c'est un club, déjà, je les félicite, surtout Mehdi pour la saison qu'ils ont fait l'année dernière, parce qu'ils ont fait une très belle saison. Et non, Marseille, ça reste un club pour tous. Hein. Quand tu vois les noms qui circulent, tu te dis que Marseille, c'est quand même un club attractif et un club qui donne envie aux footballeurs de venir vivre au moins une année d'expérience, comme a pu faire Obama. Et alors là, il se fait que t'es en fin de contrat, t'as pas de club, tu serais prêt à quoi pour jouer dans cet OM? Prêt à quoi? Non, prêt à m'investir, parce qu'aujourd'hui, le Mbaye d'avant, c'est pas le Mbaye d'aujourd'hui. Avec beaucoup de maturation. Beaucoup de maturation. Il y a un vestiaire aussi à gérer, parce qu'en étant dans les joueurs les plus expérimentés maintenant, même si tu n'es pas dans les cadres, tu dois être un exemple pour les plus jeunes. Et aujourd'hui, je pense que je l'ai démontré les 2 dernières années, je pouvais être ce joueur-là qui puisse encadrer les jeunes dans le vestiaire, en dehors, quand ils ont des demandes, des moments de difficulté, parce qu'on en a tous vécu. Donc non, pour résumer, pour venir à l'OM, moi je suis prêt à accepter ce rôle-là et de pouvoir aider l'OM à encore plus grandir, parce que je sais qu'avec mon talent ensuite, mon trou et mes buts et mes performances, ils arriveront d'elles-mêmes. C'est ça, c'est encore un objectif de jouer à l'OM, quoi. Aujourd'hui, à 30 ans... Oui, aujourd'hui, si j'avais l'occasion de jouer à l'OM, bien sûr, je refuserais pas. Et cette occasion, elle est déjà venue. Alors raconte-moi ça un petit peu. Il y a même une histoire incroyable avec des chaussures qui étaient déjà... Alors raconte-moi tout ça, cette histoire elle est folle. T'aurais pu jouer à l'OM? J'aurais pu jouer à l'OM. Moi, pour tout te dire la vérité, moi j'étais déjà à l'OM dans ma tête. Parce que Zubizarreta, à l'époque... c'est quoi, 2016, 2017, c'est quand? C'était ma deuxième année de Rennes, ouais. 2017, 2018, 2019. Ouais. Okay. 2018, 2019.
Ils contactent les représentants que j'avais à l'époque. Donc ça parle pratiquement une fois par semaine. On le veut. Moi, mon agent, il m'en parle. Je lui dis, ouais, moi, Marseille, je veux. J'ai envie d'aller, j'ai envie de défendre les couleurs de Marseille. Donc ils sont en pleine discussion. La saison est en train de finir. Et en ayant le même sponsor avec l'OM, ce qui fait que fin de saison, quand je suis parti, j'apprends que mes crampons, ils sont déjà à la commanderie. C'est pour ça que ça commence à parler que j'y arrive pas. Et entre-temps, Pablo Longoria est arrivé. Donc après, il s'avère que les plans ont un peu changé. Parce qu'il y avait une offre même de 20 millions, je crois. 15 à 20 millions d'euros qui avait filtré. L'OM avait fait une offre déjà ? D'après ce que j'avais compris, Zubizarreta, où il était en train de formuler l'offre. Je ne veux pas me tromper sur les mots, mais donc pour moi, dans ma tête, j'avais dit à l'étang, voilà, s'il y a ça. Président de Rennes à l'époque. Voilà, qui parlait souvent avec Jacques-Henri Hérault, président de l'OM. Donc, je lui ai dit, si ça se présente comme ça, moi, je te demande une faveur en ayant gagné la Coupe de France contre Paris avec Rennes. Avec une saison de fou que tu avais faite. Avec la saison de malade que j'avais faite, je te demande juste un service. Toi, tu connais ma situation familiale, de me faire ce petit geste pour pouvoir rejoindre l'OM. Et lui, il a dit qu'elle allait jamais me bloquer. Et ensuite, à Marseille, ça a beaucoup changé parce qu'ils ont viré Hérault, ils ont pris Longoria. Ça a un peu changé. Et du coup, au début, c'était en stand-by pour après prendre Mitroglou. Là où j'avais pas trop compris, mais bon. C'est le football, mais... Donc le grand attaquant, ça aurait pu être toi. Le grand attaquant, ça aurait pu être moi. Et ça devait être moi. Mais bon, la volonté de Dieu a fait autre chose. Après, comme on dit, jamais de regrets dans la vie. On ne sait jamais de quoi est fait demain. Donc. Mais c'est vrai que cette année-là, j'avais vraiment la tête qu'à Marseille. Parce que j'avais des offres de malades. Des offres de Chine à 10 millions net, des offres de partout. Du Qatar, 5 millions net. Le club de Mehdi Benassia, 5 millions net à l'année, un contrat de 5 ans. Donc, j'ai même pas besoin de te faire les calculs. Et aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt même à faire des efforts financiers pour jouer à l'OM ? Entre une offre où tu peux aller aux Émirats ou je ne sais où, et l'OM, est-ce que tu serais prêt à faire des efforts pour jouer dans cet OM-là ? Bien sûr. Cet OM-là, en plus, avec le sang frais qu'ils ont apporté, avec Mehdi, avec Adri Rabiot, que je connais très bien sûr. Parce que c'est un OM que tu vois qui est différent des autres. Il est différent des autres. Les moments de crise, il les passe mieux. Donc pour moi, ça peut être quelque chose de bien si ça venait à se réaliser. Ouais. Tu avais fait une interview à l'époque, d'ailleurs on l'avait faite ensemble, hein, tu t'en souviens, où tu avais dit à l'époque que tu voulais aller jouer à l'OM. La version officielle, c'est que ça avait été mal pris par le Stade Rennais et par Julien Stéphan. Est-ce que ça a bloqué ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Après, c'est que en fait, le fait que je l'ai dit un peu haut et fort, ça a irrité Julien Stéphan, ce que je peux comprendre parce que j'étais son meilleur attaquant. Il aurait peut-être préféré que je lui dise, entre quatre yeux, ce qu'il n'a pas tort, je lui donne pas tort. Et ça a aussi irrité les dirigeants marseillais, surtout Longoria. J'ai appris ça aussi un peu après, ouais, c'est que ça l'avait un peu irrité. Donc après, voilà, moi, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est parce que je savais des avancées avec Zubizarreta et c'était vraiment mon envie du moment. Plein de clubs, comme je te disais auparavant, plein de clubs m'appelaient avec des salaires de malade. Mais j'avais qu'une chose en tête, c'était d'aller à Marseille parce que mes 2 enfants, ils sont nés ici, ma femme, elle est d'ici. Je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas tenter le challenge parce que le caractère, je l'ai. Et Balotelli l'avait fait. Donc je me suis dit, si Balotelli a réussi, moi, je peux que réussir. C'est ça, parce que Balotelli, c'est ton pote, hein. C'était pas un hasard si tu me disais plus fou que Balotelli. Ouais, non, c'est pas un hasard parce que moi, Balotelli, c'est mon pote, mais mon vrai pote, pas le pote qu'on croise tous les ans. C'est mon vrai pote et sur certains trucs, on est assez similaires. C'est pour ça que nous, avant la fin de notre carrière, on s'est toujours dit on finira dans un club ensemble pour leur montrer le talent qu'on avait. Ils vont le regretter, quoi. Et en tout cas, la pression du Vélodrome, ça te fait pas peur, comme ça n'a pas fait peur à Balotelli, quoi. Voilà, moi, la pression du Vélodrome, au contraire. Hein, comme je te disais tout à l'heure, j'ai été jouer au Maroc, au Wydad. Pour moi, c'est les meilleurs supporters du monde. Ceux de Marseille en font partie dans mon classement. Donc ça serait un plaisir. Alors avec ça, on parle beaucoup de l'OM, t'es supporter de l'OM, etc. On oublie que t'es originaire des Mureaux, dans les Yvelines, pas très loin de Paris, pas très loin du PSG. C'est quoi ton rapport avec le PSG ?
outre le fait que tu as aimé les battre en finale, et ça on le sait, en finale de la Coupe de France, et que c'est toujours un adversaire contre lequel tu as voulu montrer, etc. C'est quoi ton rapport avec le PSG et pourquoi tu voulais toujours montrer contre le PSG et contre cette catégorie de club? Bah déjà, mon rapport avec le PSG, moi j'ai toujours été parisien jusqu'à mon plus jeune âge. Hein. Quand j'étais petit, moi j'étais parisien parce que c'est le club de la ville. Comme on dit, c'est le boulot. Mais Marseille, ça reste un club spécial. J'ai jamais entendu qu'il fallait supporter le club à tout prix pour pouvoir jouer dans un club. Moi, le club de Paris, je le respecte et j'aime beaucoup. Marseille, je le respecte et j'aime beaucoup parce que j'aime les supporters, j'aime la ville. Maintenant, il y a mes enfants qui sont rentrés en compte. Donc, ce qui fait que c'est une ville que... Tu te sens marseillais dans tous les cas, quoi, d'ores et déjà. Voilà, je me sens marseillais, comme je me sens parisien quand je vais voir ma mère à Paris. Parce que pour moi, ces deux clubs-là français, pour moi, c'est les deux meilleurs clubs français. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de doute sur ça. Alors, comme je disais, en intro, tu es connu pour ta précocité. Moi, je me souviens quand je te vois arriver... Après, tu étais déjà mûr physiquement à 16 ans. Hein. Tu étais déjà... Ouais, là, j'ai gonflé depuis. Non, mais tu étais impressionnant. Et tu as l'image d'un grand talent, d'un mec très sympa, un peu foufou, très dur à gérer. Alors, j'ai noté un peu sur Internet tes différentes embrouilles que j'ai retrouvées au fil de ta carrière, et on va essayer de comprendre un petit peu quel homme t'es, en fait, parce que le joueur, on l'a vu, le talent, on le connaît, mais tout ça se comprend à travers l'homme que t'es. Donc, quelques-unes de tes embrouilles pêle-mêle. En équipe de France U17, t'es pas pris, alors que t'es l'un des meilleurs joueurs, évidemment, de cette sélection, t'es pas pris pour la Coupe du Monde U17 à cause d'une embrouille avec ton coach de l'époque. La virée nocturne avec les espoirs. Ouais. Tu prends un an de suspension, on y reviendra. Admar Lopez, aux Girondins, avec lesquels tu t'embrouilles. Le président d'Adama, qui te traite de menteur. Ouais. Après, il y en a eu plein d'autres, hein, etc. Mais tu as eu longtemps une image de joueur ingérable. C'est pas ingérable. Alors, explique-moi. C'est parce que déjà... Gros caractère. Gros caractère, mais parce que c'est déjà avec Patrick Gonfalon. Sélectionneur de U17. J'estimais pas qu'il y avait une grosse embrouille. Après, il en a déduit ainsi, peut-être parce qu'il se disait à 16 ans, il faut la fermer. Quoi qu'on dise, tu la fermes. Ça t'a jamais trop parlé, ça. Moi, ça, j'ai jamais compris. Mais après, tant que je te manque pas de respect, pour moi, si je veux l'ouvrir, je l'ouvre. Après, celle qui m'interpelle plus sur les deux, là, c'est Admar Lopez. Parce qu'Admar Lopez, jusqu'au début, tout allait bien, parce que c'est lui qui est venu me chercher. Moi, Admar Lopez, je ne l'ai pas appelé pour lui dire « fais-moi signer à Bordeaux », en sachant la situation. Donc, ils sont venus me chercher avec Gérard Lopez, tout allait bien. Jusqu'à qu'ils ont vu que ça sentait la patate vers la fin, qu'on risquait de tomber et tout. Et tu vois les vrais visages. Tu vois les vrais visages des gens. Et un jour, j'arrive, je pense que c'était avant l'avant-dernier match ou le dernier match, je ne sais plus. Je lui dis, Admar, viens, on va dans le café là-bas, on s'enferme tous les deux. Je lui dis, Admar, c'est quoi ton problème avec moi? Il me dit, non. Il me dit, t'as fait un futsal avec des mecs de Mérignac, t'es parti faire un futsal et tout. Je dis, moi, j'ai pas fait de futsal, moi. Je suis trop grand pour faire un futsal. Tac, après, il a voulu parler devant tout le monde. Et là, on s'est échangé des mots, tu vois. Moi, dans le départ, dans le respect, je vois que lui, il commence à partir dans les tours parce qu'il savait que je n'allais pas fermer ma bouche. Je lui dis, écoute-moi, Admar, pour moi, tu n'es pas un directeur sportif. Tu vois, ils t'ont mis là, tu es un pion. Ça ne sert à rien de vouloir me montrer quoi que ce soit, tu n'as rien à me prouver. Mais je ne vais pas t'écouter. Ramène-moi ta lettre, ton dernier match, je ne jouerai pas. Par respect pour les supporters de Bordeaux, parce que ça, tu fais dans le dos et après, tu vas aller raconter ta sauce. Moi, ramène-moi le papier, comme quoi tu me mets à pied. Comme ça, c'est sûr, je ne joue pas. Tu dis, Mba, il est à pied. Mais tu ne diras pas, c'est un choix technique, il est hors groupe et tout. Ça, c'est hors de question. Parce qu'avec tous les coachs que j'ai eus, il n'y en a aucun qui m'a mis en tribune. Aucun. J'ai jamais été en tribune. Donc, c'est soit on s'embrouillait, tu me mets sur le banc, mais comme tu vas voir ton équipe en galère, tu vas me rentrer, soit je suis titulaire. T'es un mec qui n'a jamais fermé sa gueule face à l'autorité, quand même. Non. Si j'ai tort, je la ferme. Mais si j'ai une réponse, je la donne. Si j'ai une excuse, je la donne. Ça m'a coûté cher parce qu'ils n'aiment pas. Dans le foot, ils n'aiment pas. Ça gêne dans le foot. Quand un mec, il vient, un peu comme Anelka, comme Jérém, Menez, Athème, ces joueurs-là, Balotelli, dès qu'ils sentent que tu as du répondant, tout de suite, c'est pas bon. Et pour moi, c'est pas bien parce que sinon, tu n'as que des moutons. Tu n'as que des moutons. Dans le foot d'aujourd'hui, avec des moutons. Le mec, il lui dit, ouais, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Oui, désolé. Si c'est pas vrai. Il dit, c'est pas vrai. Moi, je préfère que tu me dises c'est pas vrai. Et après, tu me demandes ma version. Mais c'est pas tu me dis t'as fait ça.
tu as 20 000 euros d'amende et ça s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas là. Avant que tu me prennes les 20 000 euros, prouve-moi ce que j'ai fait, moi. Sinon, tu ne toucheras rien du tout. Au pire, je t'invite à prendre un café. Mais tu n'auras rien du tout de ma part. Et est-ce que l'argent aussi, ça n'a pas été un truc difficile à gérer? Parce qu'on s'en souvient, à 18-19 ans, tu es au Milan AC, tu as une Ferrari à 18 ou 19 ans, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Tu gagnes beaucoup d'argent très tôt, c'est pas facile à gérer. Est-ce que ça a été compliqué, ça, pour toi? Est-ce que c'est un des trucs qui a été compliqué à gérer? Compliqué, non, mais tu sais que tu changes de délire. Ouais. T'es dans un autre monde. Parce que tu vois les Boateng arriver, ils ont des Aventador. Tu vois même Mario quand il est arrivé, Ferrari, Menez, Ferrari, Mexes, Ferrari. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai prolongé mon contrat, je suis à 2 millions comme eux. Ben, je vais prendre une Ferrari. Tu tombes dans ce truc-là, parce que tu as la facilité de dire, je vais prendre. Tu prends une Ferrari, après tu te prends un RS6 ABT, tu te fais tes kiffs. Aujourd'hui, avec du recul, je le referai plus, ce garage à 3 voitures à plus de 300 000 euros. Mais c'était une expérience que tu dois vivre. Tant que tu le fais pas, tu peux pas savoir. C'est pas ça qui t'a fait sortir de la route, en tout cas, selon toi? Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir, moi. C'est qu'à un moment donné, Parce que t'es parti avec de la longueur, t'es parti avec de l'avance quand même sur tout le monde. Hein. Ouais, mais quand tu t'entraînes plus et tu restes sur tes acquis, le problème c'est que les gens de derrière ils te rattrapent. Parce que les petits d'aujourd'hui c'est des fous furieux. Ils veulent tous être pros. Ils pensent tous pouvoir jouer la Ligue des Champions. Alors que c'est faux. C'est faux. Les seuls joueurs que je vois qui peuvent jouer la Ligue des Champions, c'est ceux le petit du PSG. Désiré, Mayoulou, Warren, qui joue depuis plusieurs années maintenant. Mais sinon, il n'y en a pas beaucoup. Moi, sur mon site 5, je ferme ma gueule, je me tais. Mais il n'y en a pas. Mais tu as envie. Comme moi, j'avais envie d'être pro à et que Caen. tu les as tous mangés. Hein. À Caen, j'ai pris mon stylo, j'ai fait ma lettre. Bonjour, monsieur Franck Dumas. Je vois que l'équipe est en difficulté. Elle va descendre. Point d'exclamation, elle va descendre. Mais tu as encore une chance de te sauver. Ton sauveur est là. J'ai dit à la secrétaire, tu colles l'enveloppe, tu donnes à monsieur Franck Dumas. T'as quel âge? J'ai quoi? J'allais avoir mes 16 ans. J'allais avoir mes 16 ans parce que j'avais repris l'école au centre de formation. Je voulais plus aller où j'étais scolarisé. Qu'est-ce qui se passe? 2 jours après, il me dit de venir à l'entraînement avec eux. Ok. J'étais prêt parce que moi, la lettre, je l'ai fait, j'étais consentant, tout. Je vais à l'entraînement avec eux. Ça se passe très bien. Le mec, il dit, c'est quoi ce mec? Voilà. Tac, et après, j'ai 16 ans. Donc après, on arrive. Moi, je suis né en décembre, donc je m'entraîne avec eux. Janvier, février, je crois. Mars, il faut une opposition. Les pros qui n'ont pas joué contre la CFA, là où on avait tous des contrats pros pratiquement. Et les pros, on les bat. Je leur mets 3 buts. Tout a déclenché là. Je leur mets 3 buts. Je leur mets 3 buts contre la défense des pros. Certains étaient blessés, revenaient de blessure. Ils devaient peut-être même une semaine après figurer dans le groupe pro. Moi, je leur ai mis 3 buts. Et ces deux-là m'a convoqué contre Toulouse. Premier match à domicile. J'ai été à Nice aussi. Après, j'ai fait la fin de saison et j'ai marqué mes buts. J'ai mis 2-3 buts, je crois. 2-3 buts en 6 matchs qui ont fait que ça a sauvé le club. Il m'a dit, t'as eu raison, respect. C'est le seul coach qui me dit respect. Ça montre le bonhomme que t'es quand même à ce moment-là. Ça, c'est de la folie. Et j'avais prévenu personne. J'avais pas prévenu mon entraîneur de la CFA, pas prévenu ma mère, pas prévenu mon père, pas prévenu mon pote. J'ai pris ma lettre, j'ai écrit avec mes fautes d'orthographe, je lui ai donné. On va y revenir sur toutes tes dingueries parce que, on va pas se mentir, t'es un personnage et on adore ça. C'est aussi pour ça que t'es là et qu'on veut raconter ta vie et on veut faire the interview d'Mbaye Niang pour comprendre vraiment le personnage que t'es. Mais aujourd'hui, t'as 30 ans. Est-ce que t'es toujours aussi fou ou est-ce que t'as mûri? Non. Si oui, qu'est-ce qui t'a fait mûrir? Non, aussi fou qu'avant, non. Parce que... Non, c'était pas possible. Là, je me suis assagi. J'ai eu 2 enfants, 2 merveilleux enfants. Et mine de rien, tu te dis, voilà, tu le fais pour eux. Tu le fais pas pour toi, mais tu le fais pour eux. Tu essayes de réagir moins à chaud, de plus comprendre les gens, etc. Mais moi, ça n'a pas changé. À l'intérieur, ça n'a pas changé. À l'extérieur, comment je vais te répondre? Oui, ça a changé. Comment je vais te répondre? Comment je vais aborder la chose? Même des moments de difficulté, comment je vais les gérer? Ça, de l'intérieur, tu vas dire, le mec, il s'est assagi. Mais à l'intérieur, ça bouillonne toujours. Le poids de mes mots, non. Même une réunion d'équipe, hein. Le poids de mes mots, c'est les mêmes. Mon message, il passe, c'est sûr. À la Samp, cette année, j'ai dû faire 3 réunions sans entraîneur, sans directeur, sans personne. 3.
Les 3, ils sont passés. Parce qu'après les 3, on a gagné. Après les 3 réunions, on a gagné. Donc c'est que mon message, il passe. Après, je sais pas par où il passe. Le grand frère, t'es devenu. Pas le grand frère, mais le mec qui dit la vérité. Je leur dis la vérité, moi. Le mec qui va me dire, ouais, je me donne à 100%. Je lui dis, t'es un gros mytho. Moi-même, je me donne pas à 100%. Arrête de mentir. Me dis pas, tu te donnes à 100%. Parce que sinon, avec cette équipe-là, on n'est pas là. Comme ça, ta discussion la plus vraie que t'as eue dans le football, c'est qui? C'est quand? C'est avec qui? J'en ai eu quand même. Après, la plus forte, moi, je vais te dire celle qui m'a à la sortie de cette réunion-là, où je suis sorti de la réunion gagnant. Lui gagnant, moi gagnant. Ok. C'était avec Olivier Létang. Ok. Président de Rennes à l'époque. À l'époque où il y avait la Mouchi, à Thème, il tournait pas, moi je tournais pas. Moi, j'ai jamais dit que la Mouchi me dérangeait, donc j'allais faire la saison comme ça. Je lui disais que c'est moi qui dois faire plus, c'est moi qui dois travailler plus. La Mouchi, il part. Létang, il me dit là, la Mouchi, il part. Je te laisse jusqu'au mois de décembre. Je te laisse jusqu'au mois de décembre et sinon, je serai obligé de te faire partir. Je dis OK, on se voit au mois de décembre. Je crois le week-end d'après, on va à Guingamp. Je lui mets une frappe en pleine lucarne. Il n'y a pas plus lucarne que ça. Une frappe en pleine lucarne. À la fin du match, je lui dis, bah voilà, ça c'est le début de mon histoire. Là. Je t'ai lancé mon histoire. Et après, je ne m'arrêtais plus. Et tu fais tes 2 plus belles saisons en carrière. Après, je fais mes 2 plus belles saisons parce que je claque, je fais des passes. Après, il y a eu l'histoire Rafinha. Quand Rafinha il est là, en grande difficulté. Les gens ils auraient pu dire, Mbaye c'est un enculé, Mbaye il pense qu'à sa gueule. De toute façon, c'est une tête brûlée. Il voit que le Brésilien il vient de je sais pas où. Il a mis 0 but. J'avais déjà mis 2 buts. Ben, je vais mettre mon triplé, moi. Si je suis égoïste. Bien sûr. Et je vais mettre mon triplé parce que penalty, j'allais le marquer, moi. J'étais sûr de le marquer. On était à 2-1 contre Amiens. Je prends mon ballon. J'appelle Rafinha. Je lui dis, tiens, aujourd'hui, tu vas marquer ton premier but. Et c'est là que tout le monde a été choqué. Les gens étaient choqués. Mais j'ai dit, moi, ça ne m'a pas choqué parce que le mec, il me donne des passes D. Contre Amiens, il m'a donné une passe D. Contre Angers, il m'en a donné 2. Le match d'avant, 2. Moi, j'attendais pas mieux, moi. Et je lui ai dit, c'est encore plus fou. Si j'avais pas marqué, il y avait 0-0, mon plan, il était déjà en tête. J'avais déjà mon plan dans la tête. De lui donner la balle J'avais déjà préparé ce scénario. Parce que moi, je voulais que tu marques. Parce que je savais que si tu marques, tu vas en mettre 10, 15. Et les gens, ils attendront plus Mbaye Niang qui doit marquer, Mbaye Niang qui doit marquer, Mbaye Niang qui doit marquer. Tu t'enlèves un poids. Bien sûr. Qui ne veut pas s'enlever un poids? Puis on veut toujours jouer avec les plus forts. Tiens, Raph, va. Je me suis poussé, il a marqué. Et sa carrière, elle est partie. Regarde, aujourd'hui, il est au Barça. Je ne dirais pas que c'est grâce à moi, mais ça en fait partie. Bien sûr. Parce que s'il met 0 but à Rennes, il retourne à Boavista. Il retourne dans les clubs où il était auparavant. Sporting. Et aujourd'hui, il est au Barça, capitaine du Barça. C'est pour ça que je dis... le côté psychologique dans le foot, il est très, très, très important. C'est très, très, très important. Et ça, par exemple, pour un ouf, moi, je l'avais compris. Ouais. C'est pour ça que je dis que je suis incompris. Parce que pour moi, pour un ouf, je l'avais compris. Létang, il l'a même souligné, et lui-même l'a souligné. Parce que j'étais le seul. Parce que si je ne tirais pas, Bourigeaud voulait tirer. J'ai dit, il n'y a personne qui va tirer. Il n'y a personne qui va tirer. Il n'y en a qu'un qui va tirer aujourd'hui. Et c'est même pas moi qui suis attitré. C'est Rafinha qui va tirer. C'est tout. Parce que pour moi, ça fait partie du développement d'un footballeur étranger. Moi, si je vais à l'étranger, j'aimerais bien qu'on me fasse ça. Et de l'équipe. Parce que c'est un talent, c'est le mec qui doit tirer aussi l'équipe vers le haut. Toi, t'es l'un des talents, tu dois Moi, tirer. quand je suis arrivé au Maroc, mon premier but, je le mets comment? Sur penalty. Les mecs, ils sont allés prendre le ballon, ils me l'ont ramené jusqu'à moi. Tiens, c'est à toi, c'est ton tour. Alors dans ma carrière, j'en ai mis des buts. Bien sûr. J'en ai mis plein des buts. Ils sont partis prendre le ballon, ils m'ont dit, tiens, c'est ton moment, c'est à toi. J'ai pris le ballon, j'ai marqué. Et dans le match, j'ai mis un doublé. Et après, ils disent, waouh, on a pris l'attaquant qu'il fallait. Parce que le mec, il a pris le penalty, il m'a donné. C'est simple. La vraie vie d'investir. Et avec le recul, tes plus grosses erreurs, c'est quoi en carrière? C'est de ne pas avoir compris trop vite que le football, c'était un métier. Pour moi, c'était un jeu. J'étais là... Voilà, tu veux faire une virgule, tu fais une virgule. Tu veux faire un petit pont, tu fais un petit pont. Tu gagnes, tu perds, c'est pareil. Mais quand je suis arrivé à Milan, c'était pas pareil. Je prenais que des gifles. Je me faisais baffer. On faisait match nul contre des Bolognes. Je me disais, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ça va, hein? Prochain match, il faut gagner 3-0. Parce que là, après, ça rigole plus, les mecs.
Parce que les mecs là-bas, je te dis un truc, on est arrivé, on était le Milan, donc tu es obligé de te la péter. On va jouer contre Chievo, c'est sûr on gagne. Maintenant, combien on va gagner? Et ça, c'est dur, parce que quand après tu descends, je te dis une connerie, tu vas à Rennes, tu sais que tu vas perdre 10 matchs dans l'année. C'est pas tu vas à Monaco, tu dis on va gagner, mais combien on va gagner? Mais nous, on allait même contre l'Inter, on disait combien on va gagner? La Juve, combien on va gagner? Ça va être compliqué, mais combien on va gagner? Parce que tu avais 10 matchs dans l'année, la défaite, elle n'existait même pas là-bas déjà. Tu ne pouvais pas parler de défaite. Match nul, si vraiment l'équipe adverse elle a fait le match de l'année, ouais. Sinon, t'es mort. Tes meilleures anecdotes, les moments qui ont le plus de sens dans cette carrière incroyable, 14 clubs, je sais pas combien de pays. Tes meilleures anecdotes de carrière, c'est quoi? Bah, déjà, mes anecdotes de carrière, c'est quand... Moi, c'est quand je signe à Milan, que j'arrive, ils sont tous sur la table. Les Robinho, Boateng, tout ça. Et Robinho, après le premier entraînement, il me dit t'es un phénomène, j'ai jamais vu ça. T'es un crack. Et en regardant les autres, les charriantes, c'est ceux qui jouent à mon rôle. Il disait, vous êtes dans la merde. Il est arrivé, vous n'allez plus jouer. Et je te jure, en plus, c'était Allegri, l'entraîneur, il pensait la même chose. Il me disait, t'es un crack, j'ai jamais vu ça, t'as tout. T'es technique, tu cours vite, tu tires des 2 pieds. Et il y a eu l'épisode de cet entraînement-là où je casse la barre du gauche. Je suis droitier. Et je mets une frappe du gauche et elle casse la barre, elle se pète là-bas. Donc les gens, après, tu vois, c'était devenu un peu, on va dire, ils me charriaient un peu sur ça. Gag. Mais après, le négatif, même si pour moi, c'est pas du négatif. Parce que le poteau au Camp Nou... Alors ça, contexte. C'est un moment important. Vous gagnez 2-0 à San Siro contre le grand, le grand Barça. C'est 2013, je crois, 8e de finale avec des champions. Vous gagnez 2-0. 2012 même. 2012 2012, ouais. 2012-2013, je crois. Bon, ouais, ouais. c'est ça. Et retour, le Barça se réveille. Il marque 1-0 direct. Voilà, le Barça vous met le fuego, mais t'as le ballon de la qualification. On peut pas la qualification, parce que c'était... Il y avait 1-0 pour le Barça, mais il a marqué au bout de 3 minutes. Moi, j'ai la contre-attaque. Si j'égalise, oui. Tu te dis, on a 2 buts d'écart. Allez, mais à la fin, on en a pris 4. Donc moi, je dis, c'est le destin. Le poteau, j'ai couru. Bête et méchant. J'arrive, je fixe Valdés. Je choisis un côté, parce qu'il faut choisir un côté. Je croise. Ça aurait pu faire poteau rentrant, poteau sortant. Non, moi, elle a fait poteau, elle est revenue sur El Shaarawy, parce qu'il y a Boateng qui a tiré derrière. Tu dis, c'est le destin, tu peux rien y faire. Moi, j'étais le premier triste. Après, Allegri m'a regardé, il m'a dit, si je te vois la tête, si tu viens d'autres jours, tu joueras plus. Ça va me faire voir que mentalement, t'es pas celui que tu dis. Et le week-end d'après, j'ai joué en Serie A, j'ai marqué. Parce que c'est le destin, tu peux rien y faire au destin. Si je devais marquer, j'allais marquer. Moi, j'ai toujours dit, quand je dois marquer, je vais marquer. Je force pas pour marquer. J'ai pas besoin d'un penalty pour marquer. Est-ce que ça n'a pas fait du mal à ton histoire avec le Milan, à ce moment-là? Du mal, non, parce que les supporters, encore aujourd'hui même. Oui, mais t'es parti l'année d'après. Je suis parti l'année d'après, mais en prêt. Oui, bien sûr. Parce qu'il voulaient me décharger de... Parce qu'il y avait après, c'était trop de pression. Donc ils m'ont dit, pour ton bien, par 6 mois, même pas 4 mois, et tu reviens, et après, c'est fini. Non, mais après, je suis resté. J'ai joué avec Soumihalovic, Montella. Même sous Montella, j'ai fait une année quand même qui était bonne. Bien sûr. Soumihalovic, à son âme, j'ai fait une année, elle était très bonne. Parce que j'avais marqué 11 buts, j'avais délivré au moins 8-9 passes décisives. C'était positif à la base. C'était vraiment positif. Mais c'est que quand le destin... De toute façon, ton destin, il est tracé. C'est que ce but-là, je ne devais pas le mettre. Et c'est pour ça que moi, ce but-là, quand on me pose la question, quand je vais en vacances, on me dit « Ah, le poteau », je le prends en rigolant et je te réponds. On t'en parle beaucoup quand même. Non, on m'en parle, on me dit « C'est dommage, ce poteau, ça aurait pu changer ta vie ». J'y regarde. Pato, il l'avait mis, ce poteau rentrant, il l'avait mis, Pato. Mais il n'a pas fait non plus la carrière qu'il mérite d'avoir, parce que Pato, c'est un joueur extraordinaire. Mais comme quoi, c'était ton destin. Tu devais passer par tous ces trucs pour apprendre que le foot, c'est ton travail. Je suis passé par tout pour savoir qu'aujourd'hui, c'est un travail. C'est tout. Alors, dans cet apprentissage, il y a la fameuse virée nocturne des espoirs. Ouais. Petit rappel pour ceux qui ont un peu oublié, c'est en octobre 2012, et tu me reprends si j'ai une bêtise. Ouais, c'est entre 2 matchs au Havre. Ouais. Et vous êtes quelques-uns, alors de mémoire, il y a Antoine Griezmann, il y a Yann M'Vila, Chris Mavinga, toi, je crois en oublie un ou deux. Mais... Qui ça? Wissam Ben Yedder. Et entre 2 matchs, vous faites l'école buissonnière, vous cassez, vous allez faire la fête à Paris. Ouais, c'est ça. Et franchement... Et vous vous faites défoncer. Vous vous faites attraper, vous vous faites défoncer, déjà vous prenez moi, un an de suspension. Je sais même pas comment on s'est fait attraper. Parce que vraiment, on est sorti comme le GIGN.
Et je vois même pas comment on s'est fait attraper. Mais après, on s'est fait attraper, tranquille. J'accepte. Moi, tu m'attrapes, j'attrape. Moi, j'ai dit, ouais, bah voilà, je me suis fait attraper. Oui, j'étais là. Je suis sorti. J'ai dansé, je suis rentré. Les sanctions qui doivent être prises, elles vont être prises. Mais après, le sélectionneur, il lançait une carotte quand même. Si vous gagnez le retour en Ukraine ou en Norvège, il n'y a rien qui sortira. Bon, on a perdu 4-3. Destin, t'as vu 4-3. Pas 3-0, 4-3. À la fin. Voilà. Après, tu t'acceptes. T'acceptes parce que tu sais que tu as fait l'erreur. Moi, l'erreur, je l'accepte. Je l'ai accepté. Donc, à partir du moment où tu as fait le deuil de ton erreur, tu peux que avancer. Mais on en parlait juste avant, en off, pour préparer l'entretien. Et moi, je ne le savais pas du tout. Mais il y a des répercussions qui sont énormes pour ta carrière. Parce que pour toi, c'était pas juste un petit passage en espoir à ce moment-là. Parce que j'étais avec Yann. Yann, il revenait pour nous aider. Et après, il repartait avec Léa. Et moi, c'était pareil. Moi, je faisais ce match très important pour être convoqué avec Léa après, ouais. C'est pour ça que, donc, moi, là où j'ai dit à la commission, j'assume, c'est parce que je savais les répercussions qu'il y avait derrière. Je sais ce qu'il y avait derrière. J'ai assumé. Ça m'a permis d'aller jouer pour ma sélection, le Sénégal. Ouais. Aucun regret, parce que je suis sénégalais, j'aime le Sénégal. Donc, Bien sûr. aucun regret, mais c'est vrai que c'était pas prévu comme ça. Toi, tu étais calibré pour aller en équipe de France tout de suite après cette... C'était déjà tout tracé. Ils avaient tout tracé. Après, voilà. Parce que ça te fait 4 ans sans sélection, si je dis pas de bêtises, 5 ans même. Parce que tu attends 2017 pour aller au Sénégal. Eh oui. On y reviendra après, raconter ton histoire avec le Sénégal aussi, parce que c'est aussi un vrai truc. Mais pour finir sur la virée des espoirs, j'ai l'impression que tout le monde l'a pas payé le même prix quand même, cette virée. Avec ton regard à toi, c'est quoi ton analyse de ça? Il y a Yann M'Vila qu'on a parlé, déjà disant que lui, il a l'impression d'avoir beaucoup pris, que d'autres, on les a un peu oubliés. Moi, je vais pas te mentir. J'arrive à ce jugement, je regarde Yann, je lui dis, frérot, les 3 autres qui sont avec nous, c'est juste pour dire qu'ils étaient avec nous. Le jugement, c'est toi et c'est moi. Et tu verras que dans les sanctions, ce sera toi et moi. Moi, je prendrai un peu moins que toi parce que j'ai 16 ans. Tu vas prendre le pactole. Et les autres, on va leur dire 6 mois. Oui, 6 mois. Il y en a certains, rien, parce qu'ils ont été influencés par Nyang. Ils ont été influencés par Yann M'Vila. C'est eux qui ont l'habitude, ils connaissent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Et qu'est-ce qui te fait dire ça à ce moment-là? Parce qu'on est sorti à 5. Soit tu donnes 1 an à tout le monde, soit tu donnes 2 ans à tout le monde, soit tu donnes rien à tout le monde. Antoine, il a pris 1 an aussi. Antoine, il a pris 1 an. Non? Non, il y en a qui ont pris... Ben Yedder, il a pris 6 mois. Ah ouais? Ben oui, on n'a pas tous pris pareil. M'Vila a pris 2 ans déjà. Ouais, ça. Donc M'Vila qui n'a rien fait de plus que nous, il a pris 2 ans. Mais lui, il n'a pas récidivé. S'il récidive, tu lui mets 2 ans. Mais quand c'est la première fois pour tout le monde, parce qu'ils ont bien dit, c'est la première fois que ça arrive, tu mets 1 an pour tout le monde ou 2 ans pour tout le monde. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, pour toi, c'est quoi qui a pesé sur ce côté-là? C'est le côté Yann, c'était déjà un A, donc il prend plus que les autres? Ou il y a un fond de racisme quelque part qui est quelque chose qui n'a pas été... Moi, sur le fond de racisme, moi, je ne rentre pas dessus, moi. Parce que c'est tellement sensible que je dirais même pas, parce qu'en équipe de France, c'est que les Noirs et les Arabes. En tout cas. Non, moi, à aucun moment. Okay. À aucun moment, je me suis dit, ils sont racistes ou autre. Non, pas du tout. J'ai juste dit, voilà, ils ont voulu taper fort. Moi, j'ai dit, ils ont voulu taper fort. Et entre nous, raconte-nous comment elle se fait, cette idée-là. Comment vous avez cette idée-là, quand même, débile? On est dans la chambre. On est dans la chambre, on vient de gagner 1-0. Ça part tout seul. Je sais même pas te dire. C'est parti tout seul. Les gars, il y a une soirée de ouf, là. Allez, bah vas-y. Hein. T'es chaud? Ouais. T'es chaud, le mec? Oui, bah oui, vas-y. Je suis chaud, moi. Puis moi, j'avais déjà mon jean et tout, j'étais chaud. Ben Yedder, il avait pas de jean. Il a cherché un jean dans tout l'hôtel. C'est que lui, il était vraiment chaud. Et après, on est parti. Parti, même sur la route. Moitié de la route, ça commence à dire, j'avoue, les gars, on est parti loin quand même. Eh, vas-y, on est déjà parti, c'est bon. Parce qu'il y a 2 heures et demie de route quand même. Il y a quoi? Il y a 2-3 heures de route? 2 heures. 2 heures. On a dit, on finit. Ça y est, on est là. Il reste la moitié. Ben non, on finit la connerie. Parce que pour le moment, on s'était pas fait péter. Donc, en vrai de vrai, moi, je dis, fini. À quel moment vous vous rendez compte que c'est vraiment une connerie? Au retour. Non. On a croisé Pierre Ménez. Vous avez croisé qui? Pierre Ménez, il a croisé certains. La soirée? Ok. Il a croisé certains joueurs. Là, quand on m'a rapporté ça, j'ai dit, ouais, effectivement, là, on est dans la merde. Mais bon. C'est des expériences à vivre.
C'est des bonnes expériences à vivre, même si elles te mettent dans la merde. 18 ans, Ferrari, il y a cet épisode de l'accident qui a fait rigoler du monde. Mais toi, avec le regard, il se passe quoi? Parce que toi, à chaud, tu dis c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est à la sortie de Montpellier, t'es prêté à Montpellier, et à la sortie du centre d'entraînement, ou en y allant, ou en sortant. Même pas en y allant. Et à la base, j'allais regarder la Gambardella. Ouais, je sais. J'y avais même pas entraînement. Moi, j'étais à une fête, moi. Tu t'es Pour quand te même dire. fait sévèrement agressé par un arbre, quand même. Hein. T'as compris? Mais on m'a rentré dedans. C'est l'arbre qui t'est rentré dedans Le fort. camion Hein. m'a rentré dedans, je suis parti dans l'arbre. Ah, c'est un camion qui t'est rentré dedans? Ben oui. Ah, je pensais que t'étais allé dans Mais l'arbre. non, parce que je suis parti dans une allée, mais t'avais la priorité à droite, là. Ok. Moi, j'ai dit, c'est ma route, je vais tout droit. Et il m'a touché, j'ai dévié direct. Pam. C'est-à-dire, moi, je regarde mes papiers, je regarde ce qu'il y a de personnel à moi, je les prends, je sors. Je sors de la voiture. Il m'a dit, c'est toi, je dis, c'est pas moi, moi. Tu vois pas, je suis dehors, là, j'ai rien, moi. Après, ça a remonté à la police, tout ça, nanana, donc ça a fait un bon bordel, mais j'ai bien été assisté. J'ai bien été assisté. C'est des expériences, c'est vrai, c'est balourd. Après, tant que j'ai pas. Tant Ça que joue j'ai. sur ton image, ça, non? Ça nuit. Parce que, voilà, les trucs comme ça nuit. Mais moi, je partais du principe, en vrai, j'ai déjà cassé ma voiture. J'ai fait de mal à personne. J'ai touché personne. Alhamdoulilah, merci. Parce que j'aurais pu toucher quelqu'un, un enfant, tout. Là, ça aurait été compliqué. Tu vois? Bien sûr. Alors que là, non. Voilà. Plus positif, parce qu'il y a des moments quand même incroyables sur le terrain que vous nous avez fait vivre avec Hatem. Là où c'est le plus... Enfin, moi, là où je t'ai vu, où j'ai eu l'impression que tu te donnais, enfin, tu prenais déjà beaucoup de plaisir et où tu en as donné énormément, c'est dans ces connexions avec Hatem. En fait, une saison, je crois, tous les deux. Une saison. Mais c'est... raconte-moi ça. J'ai toujours dit, c'est comme si 2 ans, je s'étais rencontrés. On n'a jamais parlé de qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, à l'entraînement, des fois, t'as un mec qui va te dire, quand je le stoppe comme ça, tu le mets au premier poteau. Quand tu me vois orienté comme ça, Mais là, on se faisait des passes. Je regarde là, je la donne derrière. Lui, il était dans ses dribbles à Bubblewed. Il faisait des passes externes, il taillait tout le monde. Et dès les premiers échanges comme ça, j'ai dit, Hatem, je pense qu'on va faire on va mettre des buts de malade. On va faire des actions de malade. Et tu peux demander à Nantes, Angers. Je pense que c'est les adversaires contre qui ils ont dû prier qui joueront plus jamais contre ces 2 joueurs. Parce que Angers, Hatem, il part avec le ballon du milieu de terrain, il les dribble tous. Il arrive, il me la donne un peu en l'air, devant le gardien. Tout le monde pense que je vais tirer. Non, moi je lui remets en l'air pour qu'il finisse tout seul, son action. Et tu sais, après tu tapes des bas, on rigole. Contre Nantes, il dribble, tape, il te les met tous tapis. Tac, il me la donne, je redonne en talonnade. En fait, on était dans une connexion. C'était une connexion que c'est inexplicable. Et moi, qui ai joué avec lui, je peux pas te l'expliquer. Mais moi et lui, quand on parlait, on se comprenait. On disait, t'as vu aujourd'hui? Ouais. Bah, vas-y, prochainement, tu fais ça. On faisait des engagements, on touche, on partait nous 2 tout seuls. Une, deux, jusqu'à qu'on nous stoppe. On jouait comme des gamins. Mais c'était devenu un truc, les gens, ils kiffaient. Et moi, ça veut dire, moi, je kiffais. À chaque fois que j'arrivais au Roison Park, je kiffais. On allait en Coupe d'Europe, je kiffais. On arrive au Betis, on dit, Hatem, on fait quoi alors? Il me dit, aujourd'hui, on est qualifié. Il prend la balle, bam. Donc lui, il fait la moitié de terrain de notre gardien à la moitié de terrain. Il me la donne de la moitié de terrain. Moi, je suis parti tout seul aussi, jusqu'au gardien inverse pour marquer. À la fin, on se regarde, on pète de rire, on rigole. Parce que tu te dis, là, on s'amuse, là. J'ai jamais joué au foot autant avec le sourire. C'est là où tu étais le plus heureux sur le terrain. Ah, j'étais trop épanoui. J'étais épanoui, ma fille, en plus, ça venait de naître. Ça veut dire, j'étais au 7e ciel. J'étais trop content. C'était un moment de ma carrière où j'étais très heureux. Fais-moi la liste des extraterrestres avec laquelle tu as joué, parce que tu as joué avec un paquet de grands joueurs quand même, et où tu places Hatem parmi ces gars-là. Moi, Hatem, il est dans mon top 3. Ouais, top 2, 3 même. Allez, entre le 2 et le 3, mais il est dans le top 3, sûr. Parce que t'as Robinho, t'as Boateng, t'as quand même Balotelli, même Jérém Ménez, c'est un monstre, c'est un phénomène. T'as des joueurs, Pato, c'est un fou. Boyan, c'est un fou. Ça aurait dû être un psychopathe. C'est sa tête qu'il a lâchée, mais c'est un psychopathe. Il te fait des trucs avec le ballon, c'est un psychopathe, le mec. Et Hatem au milieu de ça? Je le mets 2, 3e. Parce qu'en fait, si tu fais cette équipe que je t'ai donnée, on va prendre 15 buts. Et on va t'en mettre 25.
On t'en met 25 sur. Parce que si c'est pas moi, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Tu as toujours un mec qui est capable de te résoudre un match. Et c'est ça que je dis, moi. Ta meilleure histoire avec Hatem, pour comprendre le bonhomme qu'il est. Parce que selon moi, il est assez incompris aussi. Oh, lui, il n'est pas du tout compris. Mais moi, qui ai évolué avec lui, je le comprends totalement. C'est un mec, tu vas le trouver chez lui. Il est devant BFM. Il attend son entraînement. Il va à l'entraînement. Il s'amuse. Il prend le ballon. Il joue comme quand il était jeune. Lui, il veut juste kiffer. Faut pas le faire chier. Parce que sinon, tu vas le connaître. Mais c'est une personne, moi j'ai kiffé, moi. Moi j'ai kiffé ces moments-là avec lui. Des fois j'allais chez lui, on regardait que BFM. Je disais, Hatem, on va faire un tour. Non, attends, il y a le journal. Là. Et le week-end, tu vois, c'est un mec, tu te dis, c'est un phénomène le mec. En fait, c'est un mec, c'est un extraterrestre. Tu peux pas le comprendre. Déjà, moi qui ai incompris, j'ai mis du temps à le comprendre. Les gens normaux, ils peuvent pas le comprendre, impossible. Ils peuvent comprendre quand il va dribbler, peut-être. Mais comprendre la personne, incompréhensible. Parce que c'est un mec en or. C'est une crème. C'est avec lui que tu as eu la meilleure connexion sur le terrain? Avec Jérém, pas mal aussi. Hein. Ouais, Balotelli, même Balotelli, on avait une entente. La première année qu'il arrive de Liverpool, on faisait des actions, c'était pareil. Hein. T'es bien avec les psychos, hein, parce que Jérém, je t'aime. Mais tu vois, t'es quand même bien avec les mecs qui te ressemblent un peu, quand même, avec les foufous. Hein. Mais parce qu'ils comprennent, en fait. Le mec, t'as même pas besoin de lui dire je suis à droite, je suis à gauche, il t'a vu, il t'a donné. Donc, en fait, ça va tellement vite que l'adversaire, il a même pas le temps de se positionner. Et moi, c'est ça qui me plaisait chez eux. C'est que l'adversaire, la passe, elle allait là-bas, ils allaient tous la balle, que le ballon était déjà revenu. Et moi, c'est ça que je kiffe, moi. C'est de te prendre des contre-pieds, de voir que on est supérieur, je te mens pas. De faire montrer que tu es supérieur. Et quand tu es supérieur, il n'y a rien de mieux. Moi, je comprends pour les Zlatan et tout, quand ils sont supérieurs, je suis Dieu. Mais je dirais jamais je suis Dieu, parce que moi, je suis croyant. Mais tu t'es senti comme ça... Tu te sens intouchable. César, quoi. Enfin, tu t'es senti... Finale de Coupe de France, tu perds 2-0 contre Paris. Le Paris qui avait Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti. Sans te citer les autres, parce que regarde, c'est ça, c'est l'équipe. Tu perds 2-0 au bout de 20 minutes. Tu fais quoi, toi, en tant que coach? Tu dis quoi? C'est fini. Ils m'ont pris la gorge. Nous, on est rentrés à la mi-temps. On a dit, notre match, il commence maintenant. Et on est sûr de gagner. On était sûr de gagner. Sérieux? La tête de mes enfants. On était sûr de gagner. Comment ça se passe, ça? On rentre à la mi-temps. On dit, Paris, c'est une équipe. Ils vont te prendre à la gorge. Tu leur donnes ta gorge. Ils t'en mettent 5. Tu te débats. Il y a 2 à la mi-temps. On va rentrer, on leur met une droite directe. On a marqué direct. On leur met une droite. Tous les syndromes, Manchester, Barcelone, tout va ressortir. Et on a gagné le match. On marque ce but, on a gagné. On a marqué ce but, c'est fini. Je savais qu'on allait gagner. Je savais même pas qu'on pouvait jouer 4 heures. Je savais qu'on allait gagner. Regarde, Mbappé prend carton rouge. Parce qu'ils ont disjoncté, ils disjonctent. Et c'est des stars, c'est des super joueurs. Mais tu disjonctes. Parce que tu as des traumatismes qui reviennent. Les démons, ils reviennent. Ils ne te lâchent pas comme ça. Et ça, vous saviez où taper. Moi et Hatem, on a insisté que sur ça. On n'a même pas dit 4-4-2. Quand tu es là, tu centres là. Non. Les démons, ils vont revenir. Ils prennent la gorge, on se débat. Quand les démons, ils arrivent, on leur colle la gote, c'est fini, c'est terminé. Et puis personne, c'est terminé. Puis Hatem, il devait être particulièrement motivé aussi, non? Mais de fou. Non, il était trop motivé. L'histoire avec le PSG, bien sûr. Il était trop motivé. Au-delà d'une finale, parce que, comme tu dis, là, je joue au PSG, mais c'était extraordinaire. Magnifique. Ta plus grosse embrouille avec un coéquipier, c'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est pourquoi? Je sais qu'une fois, on s'est embrouillé avec Adil Rami, mais je sais plus c'était pourquoi. À Milan, Truc forcément. de merde. Parce qu'Adil, il aime trop rigoler. Adil, c'est une bombe, voilà. Adil, c'est mon pote. Hein. Mais on s'était embrouillé après l'entraînement. Je crois qu'on était KO, j'étais fatigué. Et il taquinait, tu vois. On s'est pris la tête. Je saurais plus te dire c'était quoi le motif, mais... Sale ou pas sale? C'est allé loin ou... Non, avec Adil, non, c'était... Bon, on s'est pris la tête, après ça s'arrête là avec Adil. Ça s'arrête là direct, mais Antonini, l'arrière gauche là, de l'époque à Milan, qui a fait une bonne carrière à Milan. Un jour, à l'entraînement d'après-match, on s'était pris la tête, il m'a mis un mauvais tacle et tout, ça s'est un peu chahuté, les gens ils ont séparé et tout, ouais. En fait, parce qu'il m'avait fait une faute tacle, au début je chauffe, après il faisait exprès de revenir titiller les chevilles et tout. J'avais envie de le dégommer. Après, les gens, ils ont séparé. Allegri, il a dit, si vous voulez vous battre à Milanello, il y a une forêt. Il a dit, vous allez dans la forêt, tout ça. J'ai dit, viens, on va dans la forêt et tout. Après, ça s'est calmé. Les Boateng et tout, ils ont dû rentrer.
arrêtez votre cinéma, rentrez, c'est fini. Donc ça s'est stoppé là. Mais après, je suis pas du genre à m'embrouiller, moi. Non, je m'embrouille pas avec les... Je te calcule même pas, ouais. Ton plus gros fou rire de vestiaire, le truc le plus ouf que t'as vécu dans un vestiaire. Il y en a plein. Déjà, quand Balotelli il est arrivé en retard à la reprise, et on voit le feu d'artifice, et après on voit que c'est lui qui l'a mis. Au début, on rigolait pas parce que personne ne comprenait. Quand on le voit arriver, moi, j'arrivais plus à arrêter. J'arrivais plus. Mort de rire, je pleurais de rire. Parce que c'est lui, il est en retard. Hein. Il a eu le temps de mettre le feu d'artifice et courir pour venir à l'entraînement. Et il était mort de rire. Et après, on voit piou, piou. Je dis, t'es un génie. Ah, je lui ai dit, t'es un génie. T'es un génie. Allegri pétait les plombs. Mais nous, on était morts de rire. Reprise de championnat? Là, comme si on reprend Non, on reprend l'entraînement aujourd'hui, là. Reprise des entraînements. Il se présente comme ça. J'ai dit, alors toi, t'es un chef. T'es un chef. Les plus grosses dingueries de Mario, fais-moi gaulerie. Ou avec Mario d'ailleurs, parce que t'étais pas le dernier. Non, avec Mario, on a fait des petites dingueries, mais après, c'était des vieux trucs. On sortait comme tout le monde de temps en temps et tout. Mais comme on était, à cette époque-là, on était l'attraction, tu vois, avec les crêtes et tout. C'était, on va dire, quelque chose de normal, mais pour nous, c'était devenu normal. Mais on n'a pas fait réellement des dingueries. C'est qu'on était tout le temps ensemble, en fait. Donc les gens, Ça rigolait, quoi. Voilà, nous, on se tapait notre délire. Les gens, ils disaient, ils sont tout le temps ensemble, ils ont match dans 3 jours, ils sont encore là. Un truc. Mais franchement, de mal, on n'a rien fait. Non, mais je ne doute pas. Parce que lui, mais quand le tu le drôle, connais, c'est une et le crème. truc le plus drôle que vous avez fait. Vous n'avez pas fait des blagues à un pote? Si, on s'est fait des... Non, mais on s'est fait des trucs où on était morts de rire et tout. Parce qu'après, on s'est retrouvés en Turquie aussi. Ouais, exact. Un soir, on est sorti vite fait. On est rentré, on a fini par terre, tu vois, des trucs comme ça. Sa femme, elle regardait, elle comprenait pas. Pourquoi? Parce que vous étiez cuit? Ah, on était morts. Bourré. On était cuits. Mais, ouais, on était fini par terre devant l'ascenseur. Ah, j'habite à quel étage? C'est quoi ton étage? On se roulait. Ah, et il était tard. Les gens, ils se plaignaient après le lendemain. Putain, laisse tomber. Alors, Mbaye, est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est vu? Parce que moi, je m'en souviens bien. C'était où? Aéroport d'Orly, vol Paris-Milan. J'allais faire une interview à Milan, je sais plus qui. Et je te croise dans le bus, tu vois, qui allait entre Orly et l'avion. Je vais te dire bonjour, etc. Et là, toi, super nature, super frais, on commence à rigoler, on commence à... Et toi, qu'est-ce que tu me sors? Parce que là, je sors de boîte, j'ai pas dormi, je pars à l'entraînement tout de suite, etc., etc. C'est possible. Et moi, j'hallucine. Je vois le gamin, enfin le talent que t'es à ce moment-là, etc. Et je me dis, le gamin est fou, quoi. Ouais. Et Yamal, il le fait aussi maintenant. Hein? Ouais, j'ai vu ça sur... Et lui, il a 17 ans. Moi, j'étais majeur, moi, déjà. Donc, non, mais après, c'est des trucs. Le football, le problème, c'est que tu décompresses pas assez. Moi, la pression, ça va. Moi, la pression, tu me mets sur un terrain, ça va. Mais tu as quand même besoin de souffler. Tu as quand même besoin de souffler, sinon tu pètes les plombs rapidement. Et je pense que dans le football, le seul qui avait compris ça, moi, en tout cas, moi, à mon niveau, c'est Galliani. Que la carotte, c'était on gagne, fais, tu fais ta vie. Et Accardi, Pietro, que j'ai eu à Empoli et cette année à Sampdoria. Et Galliani, bon, pour les jeunes, alors on va dire ça, c'est le numéro 2 du Milan, quoi. Voilà. C'était Berlusconi, je les mettais au même niveau, moi. Et il vous expliquait qu'il y a un moment pour tout, quoi. Mais qu'après une victoire, vas-y, faut des... Berlusconi disait même, c'est moi qui vous organise la soirée. On dit, oh, attends. Ça t'a fait des soirées de Berlusconi? Non. Ça, c'est mon joker. Ça veut dire oui. Ça, c'est mon joker, ça. C'était un Jérémy qui me racontait des histoires avec Berlusconi. Ouais, c'est des histoires de malade. Il l'appelait en direct avant les matchs. Ouais. Jérémy, Silvio, le Berlusconi, appelait Jérémy et tout. Non, mais lui, c'était pas le président, genre, parce que je suis Berlusconi, je n'appelle personne. Hein. S'il a un truc à te dire, il va t'appeler. Hein. C'est ça qui était bien. C'est pour ça qu'on s'entendait bien tous. C'est pour ça que c'était une famille. Et les soirées les plus folles que tu as faites, la soirée la plus folle dans le cadre du foot, hein. Après, des soirées folles, non, mais après, c'était des repas d'équipe, tu vois. Ouais, les repas d'équipe. Quand on faisait des repas d'équipe, ouais, c'était des vrais repas d'équipe, c'était sympa. À Milan? Ouais. Le plus fou, c'était où? Ouais, à Milan. Parce que c'est tout multiplié par 10, tu vois. Donc, ouais, à Milan, c'était pas mal. Mais après, j'avais trouvé une équipe où je me sentais bien à Rennes. Ouais.
Les repas d'équipe, ils étaient pas mal. Ah, c'était cool. J'ai trouvé des bons clients là-bas. Ouais. Bourigeaud, Clément Grenier, Benjamin Clément. André. C'était des bons... J'aimais bien. Franchement, c'était des très, 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 très bons repas d'équipe. Tu nous expliquais en intro que tu as eu un coup de fil de Zizou, par exemple, qu'il y a eu des approches assez énormes. De toute façon, vu le talent que tu as et vu le début de carrière que tu as fait, raconte-moi les transferts qu'aurait pu se faire, les plus gros transferts qu'aurait pu se faire. C'est quoi? Déjà, après quand je pouvais aller à Milan, je pouvais aller à Arsenal, je pouvais aller à Everton. Et surtout, je pouvais aller au Real Madrid avec Varane. À cette époque-là, Zidane, il attendait que Varane finisse son bac. Moi, je ne le passais pas. Moi, j'étais déjà bachelier. Autre profil. J'étais bachelier, déjà. Et voilà, c'était un échange pour venir au Real Madrid. Blablabla. Et moi, j'ai décidé d'aller à Milan parce que Galliani a pris l'avion, il est venu, il s'est posé à Caen, il est venu au centre de formation de Caen. J'étais pas là. Il a appelé, il a dit faites-le venir. Donc il a dit vous avez besoin de combien? Posé. Contrat combien? Posé. Tu peux remonter avec nous. Il m'a pris dans l'avion, il m'a ramené. Il a laissé le choix à personne. Il a laissé le choix à personne. Et je suis parti. J'ai pris un petit sac, je suis parti. Il m'a dit tu reviendras prendre le reste après. Je veux être sûr que tu signes. Je te jure. Incroyable. Incroyable. Raconte-moi le coup de fil avec Zizou. Non, Comment ça se passe? Mais comment t'as cru quand tu vois le numéro déjà, comment ça se passe? Non, on te prévient. Ah. On te prévient qu'il va t'appeler. Ok. Tu sais tout de suite c'est pour le Real, parce que moi en plus là j'étais en fire, j'étais dans mon truc, voilà, pas dans mon prime, mais j'étais, pour un jeune qui vient de commencer, j'étais en train de tout exploser. Donc voilà, c'était un intérêt du Real Madrid pour me faire signer un contrat de 6 ans. Toi, t'as 18 ans, t'es au téléphone avec Même Zinedine Zidane. Même pas 18 ans, 17. j'avais 16 ans. Ah, C'est 16 avant ans. d'aller à Milan, oui, j'avais 16 ans. Parce qu'il voulait prendre Varane. Varane, ils attendaient qu'il finisse son bac, il partait, lui. Il a dit, va au Real. Mais moi, j'étais pas sûr. J'étais même pas sûr d'aller à Milan. Je voulais aller à Arsenal, avec Wenger. Entre-temps, il y a eu le Real Madrid. Et après, il y a eu Milan. Et Milan, il m'a pas laissé le choix. Il est venu, Kidnapping. il a tout donné, il est parti. Je te jure, j'étais dans la chambre à Milan, j'avais rien compris encore. Je comprenais C'est rien. vrai. Je comprenais rien ce qui m'arrivait. Tac, je suis arrivé là-bas, j'ai dit, ça y est, je vais signer. Et ouais, après, ils m'ont fait faire ma visite médicale et tout, j'ai signé. Après, j'étais plus heureux, j'étais trop heureux. Mais t'es quand même un mec qui a dit non au Real Madrid. J'ai pas dit non. Parce que quand je suis parti à Milan, il m'a pas laissé le choix. Il est venu me chercher, il m'a reparti. Donc il a vu dans les journaux que je suis parti au Milan. Parce que moi, dans ma tête de gamin, j'allais aller au Real Madrid. Je disais à ma mère, attends, je reviens de vacances, je vais aller au Real Madrid. Moi, dans ma tête, je me voyais plus au Real Madrid qu'à Milan. Mais ça s'est fait comme quoi? En un jour, ça s'est fait. Comme que le Milan, ça c'est un grand club. Hein. Ouais. Ils savent faire. Ils savent. Après, je regardais les Ligues des Champions de chacun, j'ai dit, vas-y, c'est bon. C'est bon. C'est dans la même cour. Alors, ta carrière, c'est les montagnes russes, hein, on va pas se mentir, ça va très haut à certains moments, ça va beaucoup plus bas à d'autres, mais dans les moments où sportivement c'est bas, tu as aussi fait des expériences de vie. Ouais. Tu es allé à Al Hilal, par exemple, 4-5 ans avant tout le monde, par exemple. Et là où j'aimerais mettre le doigt, c'est sur l'Wydad Casablanca, parce que j'ai eu l'expérience dans ma vie de voir un derby de Casa. Je te cache pas que je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, même moi. Toi, tu as fait 6 mois. Moi, j'ai fait ça une semaine sur deux, j'ai fait les supporters sur le terrain. Pour moi, je les mets numéro 1 au monde. Numéro 1 au monde. Et on peut me dire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai vu le jour de la présentation. Je les mets numéro 1 au monde. Parce qu'au départ, je venais pour les supporters, pour l'ambiance, pour le club du Wydad, parce que je sais que c'est un très grand club, sûr. Mais les supporters, à la fin, j'aimais qu'eux. J'aimais qu'eux. Et encore aujourd'hui, je suis Wydad parce que c'est eux les supporters. C'est un truc de ouf. Moi, je les ai vus faire ce que j'ai vu dans aucun stade Non. au monde. Tu verras Ils jamais. ont enchaîné 8 tifos Ouais. à la suite, Ouais. d'une complexité incroyable. Ils te font des Vegeta, ils te font des Dragon Ball, ils te font tout. Ils te font tout d'affilée. Ils m'ont choqué. Et ils chantent en même temps. Choquant. Choquant. Honnêtement, quand tu es sur le terrain, que tu as le maillot du Wydad, Tu sens. T'as trop de fierté. Trop de fierté. Moi, je suis parti pour diverses raisons, mais ça n'a rien à voir avec eux. Trop de fierté de jouer là-bas, moi. Je suis très fier d'avoir joué là-bas.
Au moins une fois dans ma vie, je l'ai vu. Je pourrais dire à mon fils, j'ai vu ça, ces supporters-là, je les ai connus, j'ai vu. Même quand je suis parti, ils m'ont salué, parce que j'ai toujours respecté le club, les supporters, tout le temps. Rien à dire, RAS, les premiers au monde. Avec le recul, je veux remettre en perspective, tu fais une grande carrière. Tu as un palmarès, tu as gagné des titres, Ouais, tu as gagné des choses, tu as gagné beaucoup d'argent, tu as mis tes enfants à l'abri, tu as fait une longue carrière, mais vu le potentiel, est-ce que tu as pas envie de te fouetter des fois? Si je suis honnête avec toi, Fouetter, non. moi, non mais c'est pour rigoler, fouetter, mais moi, j'étais en face de moi, je me dis, C'est du talent gâché. Ouais. Bah, oui, certainement, parce que tu te dis, on peut toujours faire plus, mais moi je me dis des fois, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, tu n'as pas exploité. Vraiment, c'est que des séquences. Les gens auront vu des séquences de moi. Donc on sait que je suis tiré de loin, on sait que je suis tiré du gauche, et moi j'aurais aimé qu'on me voit sur plusieurs séquences avec plusieurs mouvements, tu vois. Là, ça aurait été un autre tempo, ouais. Ça aurait été un délire. Parce qu'à Rennes, où j'étais à mon prime, où j'étais bien, même à Milan, où j'étais bien aussi à mon prime, les gens, ils kiffaient. Tu vois les gens, j'étais maillot, tu vois Stade, tu vois ton maillot. Pour moi, ça, quand tu vois ton maillot, ça veut dire que les gens, ils t'ont kiffé. À Rennes, maillot, il était tout le temps là. Empoli, tout le temps là, mon maillot. Tout le temps. À Rennes tout le monde avait mon maillot. Et là, tu te dis, parce qu'ils kiffent, les gens. Tu les fais kiffer. Et aujourd'hui, tu as 30 piges. 30 piges, c'est aussi la maturité. Hein. C'est le début de La fin, mais t'es encore, t'es censé être à ton top physiquement. Là, t'as appris beaucoup de choses, etc. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, t'as encore dans un coin de la tête le fait de montrer le vrai potentiel d'Mbaye Diong sur la durée? T'es dans quel mood, quoi, tu vois, dans ta tête Moi, mon maintenant? mood aujourd'hui, c'est de trouver de la stabilité pour bien finir, pour montrer tout l'étendue de ton talent et montrer que tu t'es assagi. Parce qu'aujourd'hui, comme on va dire, c'est la fin du film. Donc, à la fin du film, tu montres que le personnage, il est assagi. C'est de Last Dance. Tu montres tout ce que tu sais faire. Et les gens, voilà, comme ça, ils se rappelleront de ça. Parce qu'à la fin, on se rappelle que de la fin. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est vraiment de me dire, 6-7 dernières années, tu montres que tu t'es assagi. Tu montres que tu as une vie de famille, tu es en famille. Les fêtes qu'on a pu citer, c'était avant. Donc à moins de tout faire pour montrer que le footballeur, il est là. Et on commençait en parlant de l'OM. Évidemment que ce serait un rêve, mais ce serait une belle manière de boucler la boucle pour toi, ou autre chose, enfin, tu vois, etc. Est-ce que pour toi, ce serait la meilleure manière de boucler la boucle, ou tu as d'autres histoires que tu trouverais belles? Il y a d'autres histoires que je trouverais belles, parce que de se dire qu'il n'y a qu'un club qui pourrait te faire boucler la boucle, non. Mais je peux trouver aussi d'autres projets intéressants qui pourraient me faire épanouir comme j'ai pu être épanoui auparavant, de me mettre dans les conditions qu'on expliquait avant, d'être bien, de se sentir bien et d'être performant. Bah oui, il y en a. Après, comme on dit, si demain Marseille t'appelle, tu vas. Mais s'il ne t'appelle pas, t'as le plan B, t'as le plan C, tu vois. Le haut niveau. T'as explosé tellement jeune, et tu connais encore mieux que moi, mais je connais aussi bien l'environnement du football et les appétits de certains qui veulent... voilà. Est-ce que ça a été difficile pour toi de gérer les faux amis? Est-ce que certains ont essayé de t'arnaquer, ce qui est comme un grand classique dans ce milieu-là? Non, arnaquer. Quelles ont été les difficultés? Bah, t'as des gens qui te gravitent autour, qui veulent t'arnaquer, des faux agents. C'est des mecs qui ils voient que l'argent, ils veulent que prendre l'argent. Or qu'à la base, t'as un mère, t'as un père. Donc quand t'as 16 ans, déjà, tu ne dois même pas avoir plus. Après, t'as des agents qui se présentent. Si l'agent il est bon, moi j'ai eu Rayola, moi. Fait à son âme. J'ai eu Rayola. C'est un agent, il te laisse même pas le quart d'heure de rentrer dans son dossier. Il a raison. Parce que toi, tu vas arriver en tant que faux agent. Oui, j'ai le Barça qu'ils veulent. Tu arrives jusqu'à la porte du Barça, ils te disent non. Il t'a proposé 300 000, mais c'est 100 000. Alors qu'avec un mec comme ça, il n'y a pas. Avec Pastorello, il n'y a pas ça. C'est des mecs, quand ils te disent c'est 150, tu arrives là-bas, c'est 150. À la rigueur, ça sera 160 parce qu'il a négocié encore plus, mais ça sera minimum 150. Il y a trop d'agents mythos, ils veulent que l'argent. Et toi, les plus grosses escroqueries qu'on a essayé de te faire, c'est quoi? Ouais, c'est de me faire croire que t'es agent de trucs, que t'as le Barça, que t'as le Real, alors que t'as rien du tout. Faut pas dire un autre mot, t'as rien du tout. Tu mens, tu fais croire que t'es fiscaliste,
que tu as des affaires, il faut acheter ce château-là, 1 million, et t'inquiète, dans 2 ans, tu vas le revendre 18 millions. Heureusement, je ne suis pas tombé dans ces trucs-là, sinon je serais tombé dans un gravier, moi. Mais c'est pour te dire que c'est de la merde. Ouais. Ça, c'est une connerie que tu as réussi à éviter quand même. Ben heureusement, sinon je serais mort, là. Mais il y en a un paquet qui Sinon, je serais sont mort. allés dans le caniveau. Hein. Sinon, je serais mort. Mais après, c'est pas faute de... J'ai failli glisser. Tu as toujours quelqu'un qui te rattrape à temps. Sinon, tu glisses. Tu es obligé de glisser à un moment donné. Après, c'est vrai. Après, tu te rattrapes just, mais ça va. Pour finir, on est sur le début de la fin, tu es formé à Caen. Est-ce que tu suis toujours... Tu es une légende à Caen parce que tu es l'un des meilleurs joueurs formés dans l'histoire du Stade Malherbe de Caen. Est-ce que tu suis toujours l'actualité de Caen et qu'est-ce que tu penses du club depuis qu'il est passé, avec l'actionnariat Mbappé, etc. Je sais qu'ils sont très critiqués à Caen. Toi, ton regard de fils du club, c'est quoi? Moi, mon regard, c'est pas de critiquer Kylian et sa famille, c'est vraiment de dire déjà, d'être actionnaire, on peut le voir même à Lyon. C'est très compliqué. Après, c'est déjà que lui, Kylian et sa famille se sont intéressés à Caen, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ils sont partis sportivement en national, mais après, c'est peut-être reculé pour mieux sauter. Peut-être qu'ils avaient besoin de ça pour reprendre un réel projet en main et de mieux grandir. Parce que quand c'est vrai que c'est un club en national, moi, je ne l'ai pas connu, mais voilà, ça peut arriver, comme ça aurait pu arriver à Sampdoria cette année. Mais pour moi, ça, c'est des chocs qui doivent te permettre de te relever. Parce que si tu te laisses aller, comme un peu Bordeaux sont en train de faire, c'est là que ça devient dramatique. Mais si tu prends un an, tu remontes direct en Ligue 2, le choc, tu vas le sentir, il va être léger. Il va être léger, le choc. Donc toi, tu y crois? Pourquoi? Pour toi, il n'y a pas de drama et, Pour moi, tac-tac, non, drama de faire descendre un club comme ça, si, il y a drama. Mais le drama, faut vite switcher en disant, on a une année à faire, on a une année pour remonter. Il faut remonter. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas de deuxième, troisième. Là, c'est premier, on remonte, merci, au revoir. C'est tout. Dernier gros chapitre, la sélection, les Lions de la Teranga. Donc tu nous l'as expliqué, c'est un chapitre qui aurait pu ne jamais s'ouvrir, hein, puisque tu étais dirigé, en tout cas... Comment me diriger, en tout cas, oui. Vers l'équipe de France, et s'il n'y avait pas eu la virée nocturne, probablement que tu aurais été international français. Mais tu es né en France, d'une famille d'origine sénégalaise. Comment ça s'est passé dans ta tête? Parce qu'il y a eu des années où tu as refusé, au début, la sélection. Comment ça a mûri dans ta tête, la sélection sénégalaise? En fait, pour t'expliquer la vérité, c'est qu'un jour, je suis convoqué un espoir de l'équipe de France et convoqué un espoir du Sénégal. J'y vais avec les espoirs du Sénégal pour tester. Parce que moi, j'aime pas aller dans un truc, faire un choix sans savoir à côté qu'est-ce qu'il y a. Je vais, ça se passe super mal. Ok. Super mal. Super mal organisé. Ok, bordel. Super mal, bordel. C'est pas pour cracher sur mon pays, mais c'est super mal. Et tout le monde le sait au Sénégal. Pourquoi? Donc, ils ont essayé de me rappeler les sélections d'après. Je disais non. Mais ça a duré le temps que ça a duré. C'est 3-4 ans, quoi. 3-4 ans. Je disais non. Non, je refusais toutes les sélections. Non. Ensuite, à l'UCC, il est arrivé. On a parlé. Je lui ai expliqué le problème que j'avais, pourquoi je disais non. Non, avant l'UCC, il y avait Alain Giresse. Oui. J'ai refusé. Et à l'UCC, il arrive. Donc on parle. Il parle très bien à l'UCC. Il parle, il m'explique son projet, il m'explique tac. Je lui dis ok. Il y a une qualif à la Coupe du Monde à venir, tu as besoin de moi, vas-y, je vais venir. Je te qualifie, après on verra. Donc j'arrive Cap-Vert, tac, boum, 22-0, le match d'après, je marque. Donc c'est un rêve éveillé, tout se passe très bien. Et après, j'ai fait la Coupe du Monde, finaliste de Cannes. 2019. Et après, un petit accrochage avec l'UCC parce qu'ils avaient un match prévu contre le Brésil. Mais moi, physiquement, j'étais pas au top de ma forme. Donc j'ai dit, c'est Brésil, mais si je peux sauter, c'est encore mieux. Il l'a mal pris et depuis ce jour-là, sous l'UCC, ça a failli se refaire. Mais bon, après, il a été viré. Parce que j'étais performant. Après, on a échangé, moi et lui, personnellement au téléphone, pour mon retour. Parce qu'au Sénégal, il réclame mon retour. Moi, j'ai dit, je suis toujours disponible pour le Sénégal. J'ai envie d'aller au Sénégal. Parce que j'aime le pays, j'aime le groupe et tout. J'ai vécu des moments forts, donc j'aime ce groupe. Là, ça a changé de coach. J'ai jamais parlé avec lui. J'ai dit, s'il a besoin de moi, je suis à disposition. S'il n'a pas besoin de moi, c'est qu'il n'a pas besoin de moi. C'est que moi, je ne forcerai jamais pour revenir. En tout cas, tu es disponible et tu as envie d'y rejouer. Disponible, et j'ai envie d'y rejouer. Mais je ne forcerai pas la porte. Bien sûr. Si on n'a pas besoin de moi. Moi, je vais où on a besoin de moi. Tu avais besoin de moi, je suis là pour toi.
En tout cas, peut-être une belle histoire à écrire là où tu as joué, au Maroc. Toi, il y a une petite CAN 2025. Si tu fais un bon choix cet été et que machin, il faudrait être opérationnel vite. C'est un rêve encore qui me reste à réaliser. Ouais. C'est un rêve que j'ai qui me reste à réaliser. Faire la CAN avec mon pays au Maroc. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci. C'est carré ? Carré. Merci mon gars. Carré. Merci. C'est propre. Top. Merci mon gars.